Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Vincent De Wolf. Bonjour. Bourgmestre d'Etterbeek, chef de groupe Hébert au Parlement bruxellois. L'actu du jour, c'était à 11h tout à l'heure. Laurette Dongelings annonçait qu'elle arrêtait tout. On le sait donc depuis 11h. Écoutez-la. J'ai beaucoup hésité. J'ai pris 20 fois la décision, puis je l'ai remise à plus tard. J'ai commencé en juillet 2016 en disant que je ne me représenterais plus aux élections communales. Et puis en juillet 2017, que je ne cumulerais pas les fonctions de chef de groupe et présidente de fédération. En réalité, j'ai fait mon examen de conscience. Je me suis dit que le moment était venu de passer le relais. Et je dirais que les derniers événements politiques de l'été, la démocratie fracassée, comme l'a joliment dit Joël Milquet, ont accéléré le tempo. Alors, cette décision, ça vous a surpris? Qu'en pensez-vous? Oui, enfin, je pense que voilà, je n'étais pas informé du tout, donc ça se passait dans la tête de Mme Dongelings, donc nécessairement je l'apprends ce matin. C'est un choix personnel qu'elle justifie par des choix de vie, aussi par l'actualité, une volonté de faire autre chose sans doute, mais c'est un choix qui est respectable, donc moi je n'ai pas de commentaires particuliers à faire à cet égard-là. Est-ce que c'est une génération qui s'en va? Parce que de manière assez inédite, Joël Milquet, qui fait un pas de côté, pas entier mais en partie, Laurette Dongelings, Isabelle Durand, elles étaient vice-premières en même temps, le gouvernement Verhofstadt fédéral. Des gens de même génération à peu près, vous êtes à peu près de la même génération aussi. Est-ce qu'il y a une idée aussi peut-être de renouvellement ou... Ça peut être ça, mais pour les personnes que vous citez, ce sont aussi des personnes qui ont été à un certain niveau en politique, un niveau très élevé en politique, et pendant très longtemps. Et à ça s'ajoute une actualité qui est difficile pour ça brûle les ailes, chacune de ces personnes. Les responsabilités. Est-ce qu'il y a... oui, sans doute qu'il peut y avoir une certaine usure personnelle. C'est quand même une vie de stress considérable. Quand on a été vice-première, c'est le cas pour les deux dames que vous avez citées, les trois même, pendant assez longtemps, ça doit modifier fort la vie. On doit, à un moment donné, avoir envie, sans doute, de penser à autre chose. Et je dis c'est très respectable. Alors, passons à un autre cas, rien à voir pour l'instant, c'est que j'appellerais l'encombrant Alain de Stex pour l'EMR. Après les remous du Kazakh Gate, les dommages collatéraux de Publifin, qu'est-ce que l'EMR doit faire avec ce qu'on va peut-être appeler un jour la saga Azeri et donc Alain de Stex? Je vous propose 3 possibilités de réponse. Réponse A, il faut garder de Stex, il est un des plus populaires d'entre nous. Réponse B, il faut lâcher cet individualiste incontrôlable. Réponse C, il faut laisser Dieudonné instruire ce dossier au sein du MR. Je n'aime jamais être enfermé dans des réponses, mais si je dois choisir l'une des trois, je choisirai certainement la réponse C. Je suis interpellé par cet élément parce que vous savez bien que dans l'ADN même du Parti libéral, c'est un parti de liberté individuelle, de démocratie, de respect des libertés individuelles. Donc il est normal que la commission de déontologie et d'arbitrage ait été convoquée à ce sujet. J'en fais partie. Vous comprendrez donc que je ne m'exprimerai pas sur le fond. D'ailleurs, à ce stade-ci, je ne le connais pas autrement que par la presse. Ce ne serait pas sérieux de s'exprimer et ce ne serait pas conforme aux règles puisque j'aurais modestement, parmi les autres, un rôle à jouer dans cette commission. Mais la décision sera rapide? Écoutez, la convocation a été lancée, je n'ai pas encore de date en tête. En général, cette instance se réunit assez rapidement et ne traîne pas dans la décision à prendre. C'est une question d'instruction aussi respectable avec examen des pièces et audition. Alors parlons de la région bruxelloise, parce que finalement, votre rentrée est un peu tardive, on pourrait le dire. C'est la première fois que vous avez l'occasion de venir ici, ce plateau pour la rentrée. Le maire était plutôt discret pendant ces 2 mois de crise. Alors le maire est revenu au niveau régional, en Wallonie, mais pas à Bruxelles. Est-ce que vous avez cru un instant que le maire serait dans une nouvelle majorité à Bruxelles? Écoutez, sincèrement. Tout était possible, je vais dire arithmétiquement c'était possible. C'était juste. C'était juste, mais en Wallonie aussi c'est juste et ça s'est fait. Donc oui, c'était possible. Je pense que ce n'était pas non plus du tout injustifié parce qu'enfin, aujourd'hui nous sommes dans les sondages le premier parti à Bruxelles et que depuis un certain temps quand même, avec parfois des petits sauts de puce.
On est aussi de loin le premier parti de l'opposition. On a été quand même fort actif. On est une force de proposition. On était prêts. Voilà. Défi n'en a pas voulu. Défi a voulu conserver les socialistes au pouvoir pour des motifs qu'on découvrira peut-être plus tard. On verra bien. Nous, pas de souci par rapport à ça. On voit qu'il y a un gouvernement aujourd'hui où, je l'ai dit, on savait déjà qu'il n'y avait pas vraiment de capitaine. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment d'équipe. Parce que quand on vient dire sur une autre chaîne, dans la bouche du ministre-président, est-ce qu'on peut encore travailler avec le CDH, qu'il dit on va faire comme s'il n'y avait pas de problème. Allez, est-ce qu'il faut gouverner comme ça? Est-ce que c'est sérieux? Moi, je pense que Défi a malheureusement choisi une loyauté envers ses partenaires de gouvernement plutôt qu'une loyauté envers les Bruxellois. Il était quand même temps de passer la main, il était temps de montrer qu'on pouvait faire autre chose. Les grands problèmes qui avaient justifié la campagne de 2014 où j'étais fort investi, il n'y en a aucun qui est résolu. La mobilité, ce n'est pas résolu. Tous les problèmes, que ce soit les problèmes de tunnels, que ce soit les problèmes de bonne gouvernance, que ce soit la formation au niveau des chômeurs, l'emploi, enfin, tous ces grands éléments-là, il n'y a rien qui a véritablement bougé. Mais en général, vos flèches, vous les destinez à l'ensemble de la majorité. Pas plus au PS qu'à Défi, ou même à l'époque au CDH. Il est vrai. Est-ce qu'il y en a un qui est pire que les autres? Il est quand même vrai que dans le dossier du SAMU social, dont on peut peut-être parler maintenant, l'audition de M. Verwoerd et de M. Van Engel, c'était presque une caricature. Enfin, je veux dire, la presse qui était là s'en est rendu compte. Voilà, quand on fait un grand spectacle dans un podium, souvent on lance beaucoup de fumée pour montrer les lumières et les rayons laser. Ici, il y avait la fumée, il n'y avait pas la lumière. Donc, il n'y a eu aucune réponse. On a essayé de noyer le poisson. Il y a des faits qui sont établis. On sait que le contrôle voulu, et ça c'est in tempore non suspecto, c'est incontestable. Madame Frémaux, dès 2014, a voulu instaurer un contrôle dans un contrat de gestion sur l'ensemble du SAMU social. C'est établi par les pièces. Et les pièces établissent aussi que les deux cabinets, SMET et le cabinet du ministre-président, l'ont refusé, ont limité le contrôle, ont limité les pouvoirs des administrateurs, n'ont même pas envoyé l'observateur permanent assister aux réunions. Il y a donc eu une responsabilité socialiste au niveau des cabinets ministériels, outre une responsabilité au niveau du SAMU social, et rappelons-le, parce que d'aucuns ont essayé de, encore une fois, expliquer les choses autrement, au SAMU social qui siégeait dans la SBL, que des mandataires socialistes à 100%. Donc là, il y a une responsabilité qui était qu'il était peut-être temps, effectivement, de passer la main et de montrer qu'on pouvait gérer autrement. Je rappelle aussi qu'il y a quand même une mainmise du Parti socialiste en matière de gouvernance sur l'ensemble des fonctions dirigeantes, qu'elles soient régionales ou para-régionales, ça n'est pas sain. On va reparler de la commission d'enquête, mais je voudrais qu'on termine sur cet aspect crise, sur comment ça va atterrir au niveau du gouvernement et comment vous, dans l'opposition, vous allez vous positionner. Par exemple, sur le dossier des allocations familiales. Là, il y a apparemment 5 partis au sein de la majorité qui ont l'air d'avoir un accord, et le CDH, lui, préférerait qu'on prenne la décision qui ressemblerait à la décision des allocations familiales en Wallonie. Et vous, comment vous allez voter Donc, nous, notre position... nous, qu'est-ce qu'on va faire dans cette situation très bizarre on estime que peut-être que le centre de décision va se déplacer du gouvernement vers le Parlement. Et on jouera notre rôle par rapport à ça. Et donc, au niveau de l'allocation familiale, on a mené tous les travaux, on a reçu la Ligue des familles, on a reçu les différents intervenants, on s'est fait notre position depuis un certain temps. On estime qu'un enfant égale un enfant. Ce qui veut dire qu'il faut pour nous un montant fixe, quel que soit... Tout le monde est d'accord là-dessus. Laissez-moi dire, dans notre position, je vous réponds. Ouais. On dit qu'il faut un montant fixe, quel que soit le nombre d'enfants. Ouais. On estime qu'il ne faut pas liaisonner non plus l'allocation familiale au revenu du ménage. Que par contre... il y a lieu de tenir compte de la précarité à Bruxelles. On sait qu'un enfant sur 4 naît en dessous du niveau de pauvreté et 1 sur 3 est au niveau de précarité. Les handicapés également, il faut tenir compte de cela pour faire des bonus qui doivent être discutés et justifiés en fonction du revenu du ménage ou de l'handicap et avoir aussi de plus grandes progressivités par rapport à cela. Mais est-ce qu'on part du point des Wallons, par exemple, aux environs de 150 €, ou est-ce qu'on part plutôt ce que disaient sur des plateaux de télé, 135, 140 €, comme le dit PS et Défi. Nous, on pense que, une étude doit être menée par rapport à ça, parce qu'il n'y a pas des bonus qui comptent, mais pour nous, le pivot, c'est ou 140 ou 150 €, qui est effectivement le montant... Vous êtes entre les deux, quoi. Oui, mais c'est parce qu'il y a le diable surgit des détails. Il faut se mettre d'accord sur la façon de compenser pour les plus faibles
un bonus, et le bonus peut influencer le montant pivot. Et nous, notre préoccupation essentielle, c'est de participer à la décision pour qu'il n'y ait pas une rupture dans le paiement des allocations familiales au niveau des familles. Ce serait évidemment dramatique. On a jusque fin 2019. Hein. Oui, mais on y sera vite. Prochain gouvernement aussi. Oui. Mais ça veut dire que vous trouvez que ce sera plus facile de régler ce problème au Parlement que de le laisser régler par le gouvernement? Ben oui, parce que visiblement, il y a des blocages. Donc vous êtes optimiste que le Parlement puisse jouer quelque part, la démocratie devrait se dérouler essentiellement au Parlement et pas au gouvernement. Alors, vous faisiez allusion à la commission d'enquête. Ce qu'on a dit aussi au sein de la commission d'enquête, notamment Rudy Verwoerd, que toute cette situation-là, c'était beaucoup à cause des lasanes institutionnelles bruxelloises. Et on a l'impression que c'est les mêmes explications qu'on donne sur la vétusté des équipements. Par exemple, avec ce trou à Saint-Josse, cette explosion des canalisations, des égouts. On dit c'est la faute de la région, d'autres disent c'est la faute des communes qui n'ont pas assez investi. Comment voir clair là-dedans? Est-ce que l'égouttage et les canalisations, ce sont des nouveaux tunnels à Bruxelles? Alors, tout d'abord, pour terminer sur le service social, il y a eu de l'enfumage, on a essayé de dire c'est pas notre faute, nous on a fait ce qu'on devait, on ne pouvait pas faire mieux. Mais c'est pas vrai. Moi j'ai produit des textes qui montrent qu'ils ont barré tout ce qui était prévu comme modalité de contrôle. Les socialistes ont participé à une protection du SAMU social, uniquement eux. Et ils ont permis, que ce soit des francophones, des néerlandophones socialistes, les dérives qui ont eu lieu. Il y a une co-responsabilité. Sur ce qui concerne les égouts. Donc il faut savoir que, évidemment, Bruxelles, pour certaines parties de son bâti, est une ville ancienne, avec des égouts qui sont des égouts en briques, qui sont des ogives, qui sont en forme d'ogives. Lorsque vous avez là-dessus des problèmes de détergents qui viennent, etc., et qu'il y a dans la voûte des trous, c'est la catastrophe. Qui doit l'entretenir? Qui doit payer? Il y a eu tout d'abord la création de l'IBRA. Et puis, ça a été supprimé, intégré. Donc, nous avons fait le choix, par exemple sur ETRB, que je crois beaucoup de communes l'ont fait, de donner à Hydrobruit et Vivaqua la compétence de le faire. Je pense que c'est eux qui doivent le faire et pas les communes, et c'est fait déjà. Ça pose un problème de financement. Il y a un prêt avec la Banque européenne d'investissement. Nous demandons un échelonnement, un budget et un financement. Et que la région commence. Et que l'on aille évidemment de l'essentiel à l'accessoire. On commence là où c'est le pire. Merci Vincent de Wolf. On se retrouve demain pour une autre interview. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.